Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, partir des centres d'intérêt des élèves, des enseignants et des programmes pour donner le désir de lire. C'est au cœur du projet d'une des plus anciennes revues consacrées aux questions d'éducation, l'École des Lettres. Et on en parle avec sa rédactrice en chef, Ingrid Merckx. Elle est l'invitée de notre grand oral. L'Anti-Sèche d'Amal Laoui, ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est le 10 mai, un anniversaire. Pas en France, pour une fois, on ne va pas parler de 80, on va parler d'Afrique du Sud et on va parler de 94. Nelson Mandela accédait au pouvoir et cela renvoie au programme d'anglais et d'histoire-géographie. L'heure de la récré, toujours avec Amal. Elle reviendra sur un sport générationnel de l'enfance, le mensonge, un sport qu'on n'a jamais pratiqué évidemment. Et puis cours particulier pour finir avec Marie-Olivier. Lecture toujours, mais lecture dans des pays ou dans des quartiers où les livres font défaut. Elle vous présentera de formidables initiatives, Bibliothèques sans frontières et les bibliothèques de rue d'ATD Carmonde. Riche programme pour cette quotidienne de School TV. C'est parti, grand oral. Le fantastique, un genre qui se situe à la croisée des programmes scolaires, de l'actualité littéraire et cinématographique, et puis des goûts des ados, autant dire un sujet idéal pour la revue L'École des Lettres. Elle lui consacre le dossier de une de son dernier numéro et on en parle avec sa rédactrice en chef, Ingrid Merckx. Ingrid, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de la quotidienne de School TV. Merci de m'inviter. Pourquoi un numéro sur le fantastique? J'ai tenté de résumer en disant voilà, que c'était à la croisée de plein de chemins auxquels vous vous intéressez. Auxquels s'intéresse la revue, auxquels s'intéressent les enseignants, auxquels s'intéressent les élèves. Alors en préparant cette émission, vous me demandiez pourquoi le fantastique et oui. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Et moi, je vous ai fait une réponse un peu facile. Je vous ai dit, c'est dans l'air du temps, on hume l'air du temps, et c'est comme ça qu'on trouve les sujets. Je vais me faire démonter dans 3 secondes, parce que alors, c'est exactement ce que j'ai dit dans mon lancement. Mais en fait, pas du tout. Si, un peu. En fait, c'est comme ça que les journalistes choisissent leurs sujets. Exactement. Ils répondent dans l'air du temps. On pense que c'est un peu dû au hasard. Parfois, il y a un petit peu de hasard. Mais en fait, ce hasard, c'est plutôt la résultante de discussions et de lectures. Il se trouve que pour ce numéro, je vous ai fait cette réponse donc un peu facile. Dans le numéro précédent, on avait publié un article d'une enseignante qui avait travaillé pour ses classes de 4e sur un roman d'Éric Pessan qui s'appelle La gueule du loup. Et elle avait réalisé une séquence pédagogique. À la fin de cette séquence pédagogique, elle avait introduit un petit encadré qu'on appelle, nous, un pavé ressources, et dans lequel elle citait toute une série d'œuvres qu'on peut étudier relativement à ce thème du fantastique, donc depuis, je ne sais pas, 17e, 18e siècle jusqu'à la littérature contemporaine. Et je précise, quand vous parlez de séquences, qu'on trouve plein de choses dans la revue pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est évidemment plutôt pour les profs de lettres, mais pour les passionnés de littérature, ça fonctionne très bien aussi, ou pour les parents. Donc il y a des articles de scientifiques, enfin de chercheurs, des articles d'enseignants, et parfois, effectivement, ces séquences, c'est-à-dire vraiment comment j'organise un enseignement. Exactement. Et donc là, pavé ressources, plein de romans de ressources sur le fantastique. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est un point de départ. Je tiens mon sommaire, je fais copier-coller, j'ai mon sommaire. Futur dossier. Exactement. Donc on est parti de ça et ensuite on discute avec les différents collaborateurs de la revue. Alors vous travaillez... C'est qui les collaborateurs de la revue alors? Alors ce sont des enseignants, majoritairement de lettres, mais des professeurs documentalistes, des professeurs d'histoire et puis occasionnellement ceux qu'on appelle les amoureux des livres et de la littérature ou des sciences humaines. Donc des critiques, des journalistes? Absolument. Mais en grande majorité, comme c'est quand même une revue professionnelle, ce sont des enseignants. Fan de fantastique, c'est le titre de ce dossier. Alors, je ne vais pas vous demander de vous substituer aux enseignants, parce que vous êtes journaliste et rédacteur chef de la revue, mais quand même, petite définition du fantastique. Alors moi, j'ai fait des études de lettres et j'étais restée sur une formule que j'avais gardée en tête et qui était « le fantastique, c'est quand le réel se fissure ». Donc j'avais vraiment l'image d'un mur qui se fissure et puis quelque chose qui passe à travers ce mur et dont on ne sait pas expliquer l'origine. Donc c'est quoi? C'est l'étrangeté? C'est l'étrangeté, en fait c'est quand survient dans le réel quelque chose qui a l'air d'être surnaturel. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'on peut expliquer avec des lois de la physique et des sciences? Est-ce que c'est la personne, le personnage, potentiellement le lecteur, qui ressent un effet de fantastique, donc il se dit c'est le jeu de mon imagination, est-ce que je deviens fou, est-ce que c'est un mirage ou est-ce que c'est réellement du surnaturel? C'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'est une littérature de l'hésitation finalement? Pendant très longtemps, Zvetan Todorov, donc qui a écrit Introduction grand linguiste
fantastique, a effectivement théorisé sur ce doute et disait c'est quand le doute subsiste. Et donc effectivement, c'est quand on a une hésitation. Donc est-ce que le chien des Baskerville, c'est un chien ou est-ce que c'est un loup ou est-ce que c'est... Une machine ou est-ce que c'est effectivement une créature surnaturelle venue d'une autre planète? Après, c'est l'imagination qui fait son œuvre. Voilà. Cette théorie-là, quand le doute subsiste, elle a été un petit peu battue en brèche par des spécialistes plus récents qui disent que si on s'en tient à cette définition stricte, finalement, on réduit énormément le corpus du fantastique. Et ils ont élargi en disant que c'était aussi quand l'écriture du texte était fantastique, c'est-à-dire pas uniquement quand le lecteur ressentait ce doute, cette hésitation, voilà, mais quand il lisait un texte dont émanait du fantastique, ce qui élargit le corpus. Et ça nous donne cette littérature qui marche beaucoup, qui marche très bien auprès des jeunes. Ça marche aussi auprès des enseignants d'ailleurs, parce qu'on dit souvent que, et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure si vous voulez bien, du succès formidable de l'heroic fantasy, etc. Mais les enseignants aiment beaucoup cette littérature aussi. Alors l'heroic fantasy, certains, en tout cas les puristes, vous diraient qu'on a déjà quitté le fantastique puisqu'on est rentré dans le merveilleux ou la fantasy, etc. Et que c'est autre chose. Voilà. Donc ça, on n'est pas des puristes chez... En tout cas, les enseignants de lettres s'en tiennent à cette définition-là. Et puis, dans la définition plus moderne, il y aurait un petit peu un fantastique des classes supérieures qui resterait du côté de l'épouvante, la peur, des sueurs froides. Et puis, un fantastique qui serait un peu plus populaire et qui irait volontiers vers le gore, le trash. Ingrid Merckx, il y en a une qui est fantastique dans cette émission, c'est Amal Laoui. Elle nous fait des chroniques, et notamment l'Anti-Sèche. Si vous voulez bien, on la retrouve et on reprend notre échange juste après. L'Anti-Sèche. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Et l'actualité aujourd'hui, c'est un anniversaire. 10 mai 1994, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Jour historique. Oui, jour historique. Je suis restée sur la transition, là, du coup. Quand j'ai dit que vous étiez fantastique, ouais, vous voulez que je vous la refasse, là, vous n'aviez pas bien entendu? Je recommence. Il y en a vraiment une qui est fantastique dans cette émission, c'est Amal Laoui. On peut bosser un peu maintenant? On peut, allons-y. Alors, le 10 mai 94, Mandela. Jour historique pour l'Afrique du Sud et même au-delà, puisque Nelson Mandela prend la tête de la nation arc-en-ciel et devient un symbole du combat pour l'égalité. Alors, son discours d'investiture du 10 mai 1994, prononcé devant 60 000 personnes après son élection du 27 avril, est considéré comme l'un des discours les plus marquants du XXe siècle. Alors, ce jour-là, eh bien, le pays qui a instauré l'apartheid, véritable racisme d'État fondé sur la ségrégation, porte à sa tête pour la première fois un président noir. Nelson Mandela aussi conduit le pays à tourner le dos au repli et à regarder le monde en face, multiculturel et divers. Et l'apartheid, on l'étudie dans les programmes, notamment en anglais. Oui, la politique de l'apartheid est souvent étudiée en cours d'anglais dans la partie sur la civilisation du monde anglophone, notamment à partir d'études de textes dont certains tirés du roman d'André Brink, Une saison blanche et sèche, Dry Season en anglais, je ne sais pas si vous vous souvenez, 4e roman d'André Brink qui avait été publié en 1979 et qui avait été interdit à ce moment-là en Afrique du Sud. Et on l'étudie pas en histoire géo aussi? On l'étudie aussi en histoire géo dans le thème 4 intitulé Le monde, l'Europe et la France depuis les années 90 entre coopération et conflit. Et dans ce chapitre, très bien, les élèves de terminale vont étudier la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Ça va être une étude de cas. Et rapidement, on le voit aussi dans d'autres matières et à d'autres moments. En EMC, j'imagine, on voit tout en EMC, de toute façon, en éducation morale et civique. Donc, le chapitre, c'est la démocratie, les démocraties, fondements et expériences de la démocratie, mais aussi dans la nouvelle option HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, dans l'introduction du thème 3, qui s'intitule « La différence entre histoire et mémoire ». Où l'on définit notamment ce terme d'apartheid. Oui, en 1948, ce mot apartheid signifie séparation en afrikaans, et il entre donc dans le vocabulaire politique des Sud-Africains et dans le nôtre. Et cette année-là arrive au pouvoir le Parti national unifié de Daniel Malan, mouvement ultranationaliste qui prône la séparation. Vous m'avez perturbée, j'arrive pas à faire ma chronique. Tout est de ma faute, qui intégralement. Vous avez eu une pression. Qui prône la séparation radicale entre les blancs et les non-blancs. Et en 1948, eh bien, le système de l'apartheid est mis en place. Les populations non blanches sont donc regroupées et relayées dans des quartiers séparés. Elles vont s'organiser donc pour lutter contre ce système. Je ne vous ai pas du tout mis dedans, c'est qu'en fait, le fantastique, c'est la littérature de l'hésitation. Donc il est logique qu'étant fantastique... Ok.
Vu, face aux injustices, face à la ségrégation instaurée par ce gouvernement, les populations de couleur vont rejoindre massivement les organisations anti-apartheid qui, elles, ont été interdites par le régime. Oui, c'est ça. que ça Dans les raconte. années 60, des leaders dont Nelson Mandela émergent et appellent à l'égalité civile entre les Noirs et les Blancs. Il sera arrêté et détenu dans la prison de Robben Island au large du Cap entre 63 et 90. On va écrire énormément. Les élèves vont apprendre plusieurs dates clés. Oui, plusieurs dates clés, dont 76 dans le ghetto de Soweto. Donc de violents affrontements éclatent entre la population du township et la police qui tire donc sur les manifestants et qui fait plus de 575 morts en 89. Ça, c'est l'élection de Frédéric de Klerk. Exactement. Il est à l'origine de la chute du régime ségrégationniste face à une contestation grandissante à l'intérieur du pays, mais aussi de la part de l'opinion publique mondiale. Et bien, de Klerk décide en 90 la libération de Mandela, qui était donc en prison depuis 27 ans. Où l'on arrive à 1990, il y a un autre anniversaire. Oui, 94, donc le nouveau régime 94, démocratique porte au pouvoir Nelson Mandela, qui devient donc le premier président noir élu avec plus de 60% des voix. Et il met en place le premier gouvernement multiracial du pays. Et à travers l'étude de l'apartheid et de cette histoire, on essaye aussi de transmettre quelques valeurs aux élèves. Oui, l'idée, c'est de s'interroger sur les principes et les conditions de la démocratie, donc en étudiant les transitions démocratiques, avec notamment donc, le cas de l'Afrique du Sud. Et à la fin de ce cours, eh bien, les élèves devront maîtriser plusieurs notions, dont État, régime politique, racisme d'État, apartheid, lutte pacifique et armée, résistance, opposition politique, démocratie et mémoire. Donc tout un programme. Fantastique. Fantastique. Merci Amal. Tout ça pour former des citoyens. Oui, comme d'hab. Et ça marche à tous les coups. On se retrouve pour l'heure de la récré, qui sera fantastique, à n'en pas douter. Fantastique. Allez, on reprend le grand oral. Fantastique, lui aussi. Une revue papier pour les professeurs de collège, une version numérique pour les professeurs de lycée, mais il y a aussi un podcast, des ouvrages pédagogiques. C'est l'École des lettres, cette revue spécialisée très singulière, bien connue des professeurs de lettres. On accueille sa rédactrice en chef, Ingrid Merckx. Une revue née, ai-je appris, en 1909. Oui. Mais il y a peu de traces de ces années-là. Parce que je crois qu'un de vos premiers gestes en devenant rédacteur chef, ça a été de chercher et il n'y a pas grand-chose. Ah, il y aurait quelques traces aux archives. Oui, c'est même. Effectivement, il faudrait qu'on aille écrire cette histoire qui reste à écrire, qui pour l'instant se fait un peu par bruit de couloir. Mais il y a déjà cette idée d'aider les professeurs de lettres, oui, à leur donner des ressources pour les aider à enseigner. Et pas que de lettres d'ailleurs, parce qu'à l'origine, cette revue s'appelait L'École et elle existait par matière. L'école des maths, l'école de l'histoire, l'école de tout. Et puis elle a connu plusieurs phases d'évolution. Et dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est plutôt la phase qui s'est installée après les années 60, après les années 65, en fait, la création de l'École des loisirs, puisque c'est une revue qui est éditée par l'École des loisirs. Voilà, parce qu'on raconte plein d'histoires. Ce sont les éditions de l'école. Elle crée un département jeunesse, l'École des loisirs, qu'on connaît bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans notre chronique sur la littérature jeunesse, il y a très souvent, enfin voilà, notre chroniqueuse Célie adore l'École des loisirs. Et donc, en fait, l'École des loisirs naît de l'École des lettres, quelque part. Quelque part, absolument. Et continue à l'éditer, parce qu'il est quand même à l'honneur de cet éditeur. Il y a une tradition en France de la part des éditeurs d'éditer des revues, mais c'est une tradition qui est un petit peu en difficulté aujourd'hui. Donc on s'inscrit là dans un courant globalement qui suit qu'on appelle après-guerre de l'éducation nouvelle. Absolument. Qui se caractérise par la place de l'enfant, l'intérêt accordé à la place de l'enfant, l'idée que chaque enfant est éducable, et de la part de l'École des loisirs, l'idée que chaque enfant peut avoir un livre dans les mains. Vous tenez, quand vous fabriquez cette revue, vous essayez de tenir plein de bouts à la fois, parce qu'effectivement, vous venez de le dire, il y a l'intérêt de l'enfant, mais il faut aussi que ce soit utilisable en classe par le professeur. Oui. Vous vous adressez aussi à l'enseignant en tant qu'être de culture, qui aime lire des livres, etc. Comment on s'y prend pour fabriquer un cocktail qui marche ? Je pense que le premier objectif, c'est de leur offrir des outils qu'ils peuvent utiliser en classe. Et ça, c'est aussi une de leurs demandes. C'est-à-dire de pouvoir avoir des cours, de s'inspirer de ces cours-là. Ils aiment bien les faire un peu, mais ils n'aiment pas qu'on dise clé en main, c'est ça ? Voilà. En clé en main, ils pourraient en avoir besoin. Ouais. Parfois, ça pourrait leur faire gagner du temps. Mais ce n'est pas complètement l'idée. L'idée, c'est de leur donner vraiment un support qui leur permet de s'en inspirer, de s'approprier ce support. Et puis, j'aime bien dire aussi de leur donner du grain à moudre. C'est-à-dire ? De parler d'autre chose que directement leurs cours, donc de leur suggérer des pistes d'évolution, éventuellement aussi d'aller consulter l'actualité littéraire, l'actualité cinéma, l'actualité théâtre,
l'actualité, les questions d'histoire qui tombent dans l'actualité, etc. Donc tout ce qui tourne autour de l'actualité pédagogique, de leur centre d'intérêt, éventuellement de leur cours, et puis évidemment des séquences pédagogiques. En sachant, vous l'avez dit, que cette question du temps, c'est pas rien. C'est-à-dire, il vous renvoie beaucoup à ça. On n'a pas beaucoup de temps pour préparer nos cours, pour se cultiver, et notamment les jeunes enseignants, je crois. Les jeunes enseignants, quand ils arrivent, mais finalement, tout le monde dit un petit peu ça aujourd'hui. Et moi, je me dis un peu que c'est le travail d'une revue aussi de leur proposer de la diversité. C'est-à-dire à la fois des outils directement utilisables dans leur classe, et puis d'autres choses qui peuvent aussi les intéresser. Un des buts ultimes, quand même, c'est de faire lire les jeunes. Absolument. Entre autres, pour ça, vous avez fait un papier, je crois, sur le pass culture, les mangas, en disant finalement, c'est pas si mal que ça. Enfin, même si ils s'en servent pour acheter du manga, au moins ils lisent, quoi. Ça reste de la lecture, et puis on essaie d'éviter un peu maintenant les hiérarchies entre les genres. Bande dessinée, manga, ça reste de la lecture. C'est de la lecture, et si c'est de la lecture, ça plaît à l'école des lettres. Voilà. On va prendre une petite récré. Je refais pas la blague sur le fait qu'elle va être fantastique. C'est le mot du jour. C'est le mot du jour. Ouais, elle va être fantastique. À mal, la récré. Une récré dans laquelle on s'intéresse aux mensonges des enfants. Oui, avec cette vidéo d'une petite fille qui essaie, vous allez voir, de convaincre sa maman en lui racontant une histoire de dragon. Et vous allez voir, elle est plutôt convaincante. Une histoire fantastique, un peu, regardez. Je sais pas. C'est pas toi qui as fait ça? Non. C'est le dragon? Ouais. Le dragon, il est pas gentil de manger à Yaroud de moi que je connais pas, moi. Parce que le dragon, il était mangé à Yaroud. Du coup, il a mis partout par terre. Et là aussi. Là, il y en a partout. C'est le dragon qui en met partout. C'était n'importe quoi. Et si je bafouille, parfois, c'est le dragon aussi. Enfin, vous le saviez quand même. OK. Moi, j'y ai cru. On est d'accord. Alors, les enfants mentent. Oui. Docteur Laoui, c'est normal. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Que ce soit de petits ou de gros mensonges, eh bien, cela ne veut pas dire que plus tard, votre enfant deviendra mythomane. Et même si le mensonge peut sembler parfois inquiétant, eh bien, il fait partie d'une phase normale dans le développement de l'enfant. Mentir, déformer la réalité ou l'amplifier font partie d'une période donc normale du développement de l'enfant. Jusqu'à l'âge de 7 ans, eh bien, les enfants n'ont pas conscience de l'impact du mensonge. Ils ont parfois même de la difficulté à différencier exactement la réalité du monde fictif, comme on a pu le voir un peu sur cette vidéo. Avec le dragon, pourquoi ils mentent en fait? Bon, là, on devine que l'enfant pressent une punition possible, voilà, mais sinon... Pour toutes sortes de raisons, pour éviter par exemple de se faire punir, pour obtenir ce qu'ils veulent, pour éviter de faire de la peine ou de décevoir leurs parents, ou tout simplement pour embellir la réalité, tout comme certains adultes, car c'est une façon aussi de se valoriser aux yeux des autres. En tout cas, dans la plupart des cas, lorsque l'enfant grandit, eh bien, cette tendance au mensonge va s'atténuer, donc ne vous inquiétez pas. Il est donc important de comprendre la raison. Ne vous inquiétez pas. Non, mais si vous avez des enfants qui mentent, je ne sais pas si jamais. Vous avez... jamais. En tout cas, il est important de comprendre la raison des mensonges. Tu m'as jamais menti. On est d'accord. Tu ne m'as jamais. Non, jamais. Il est important de comprendre la raison des mensonges pour choisir la meilleure façon de réagir. Voilà, ça sera le mot de la fin pour cette chronique fantastique. Merci beaucoup pour cette petite récré. Il y a des zones récréatives dans l'école des lettres. D'ailleurs, on a mis une récré dans la quotidienne en se disant il faut respirer. Mais oui, dans toutes les rubriques, bien sûr. Absolument. Il y a des petits encadrés, il y a des séquences. C'est en tout cas extrêmement rythmé comme revue. Et puis pour le côté récréatif, il y a dans ce numéro quelque chose sur Molière aussi, dont c'est l'anniversaire, dont je recommande vivement la lecture et qui fait un pont avec un Tous en scène, qui est le numéro qui, lui, sort... Ah oui, titre en exclusivité qui arrive à sortir mi-mai. Exactement. Et qui va, le théâtre. Le théâtre, les concours d'éloquence, l'envie de monter sur scène, les clubs théâtre. Le grand oral. Le théâtre de jeunesse. Formidable. L'école des lettres. Fin de la récré, on retrouve le grand oral. Plus 6% en 2021 selon Livre Hebdo, le marché de l'imaginaire, car on l'appelle comme ça, se porte bien. Un marché qui, selon ce journal, englobe le fantastique, l'héroïque fantasy que je citais tout à l'heure et la science-fiction. Alors là, on n'est vraiment pas du tout rigoriste et on n'est pas dans les clous, mais enfin c'est comme ça que Livre Hebdo calcule. Et la revue L'École des Lettres lui a consacré au fantastique la une de son dernier numéro. On en parle avec Ingrid Merckx, sa rédactrice en chef. Vous parlez, on l'aura compris, des œuvres qui se rattachent à ce dossier, parfois d'autres œuvres aussi, mais vous donnez aussi, à partir de ce thème, la parole à des enseignants qui parlent de leur expérience. Il y a notamment un article tout à fait, à la fois émouvant et passionnant, sur des adolescents hospitalisés en psychiatrie. Oui, alors plus exactement, ils sont en internat soins. Effectivement, dans
dans la revue, on essaie de varier les genres journalistiques. Donc, il arrive qu'il y ait des entretiens, il arrive qu'il y ait des séquences pédagogiques, des brèves, des articles d'actualité. Et là, effectivement, c'est une enseignante qui s'appelle Jessica Villaroy et qui travaille donc en internat soins, qui est professeure de lettres, mais auprès d'enfants, d'élèves qui sont atteints de troubles psychiques, de troubles du comportement, de troubles de l'identité, etc. Donc, par ailleurs, ils suivent des soins psychiatriques. Et là, ils sont en cours de français, mais c'est une classe, disons, un petit peu originale. Et effectivement, elle avait envie de témoigner, mais d'un point de vue pédagogique, de ce qu'elle fait autour de la question du fantastique avec ces élèves-là. Qui eux-mêmes ont un regard sur le monde. Vous disiez, c'est une littérature de l'hésitation et qui interroge beaucoup le regard du lecteur. Au fond, c'est le lecteur qui produit l'effet fantastique et qui doit décider de si je garde le chien des Baskerville, si c'est un chien, un loup, une machine ou un pur produit de l'imagination. Et là, ces enfants, c'est pareil. Je crois qu'elle le dit à un moment, qu'ils ont un regard ambivalent sur le réel. Oui. Alors, c'est une collaboration, je pense, entre l'auteur, le personnage et effectivement le lecteur. Et elle, ce qui la frappait, c'est qu'elle disait que théoriquement, les adolescents sont très friands de fantastique. Et ces élèves ont une lecture très émotionnelle, en fait, du fantastique, parce que, et c'est ce qu'elle écrit, avec ces élèves-là, le fantastique est déjà un petit peu là dans la classe. Parce que le fantastique, c'est le surgissement de l'étrange dans le réel. Et avec ces élèves-là, l'étrange est souvent assis à côté d'eux dans la classe. Et donc, ils ont une approche de ces œuvres, effectivement, très... je le disais, très émotionnelle, mais aussi très personnelle. Et donc, elle, il faut qu'elle puisse composer avec toutes ces réactions. Et elle utilise une expression qui, moi, m'a marquée. Vous disiez que c'était un texte assez touchant. Elle leur a parlé du texte de Maupassant, le Horla. Le Horla, absolument. Exactement, où quand même une carafe se vide pendant la nuit à côté de quelqu'un qui dort et sans qu'il sache exactement comment se vide cette carafe. Et elle disait que quand elle travaillait sur ce texte, en travaillant sur la ponctuation, sur l'expression du texte, etc., il se passait chez les élèves une sorte de réflexion sur l'angoisse, mais à l'abri du texte. Et moi, ça m'a frappé cette expression. Être à l'abri du texte. Exactement. De la littérature comme refuge. Dompter l'angoisse à l'abri du texte. On a beau être journaliste, on n'en a pas moins un cœur. Vous, par exemple, vous avez eu des coups de cœur. Je crois qu'Éric Pessan, par exemple, vous aviez dit que c'était à partir de la lecture d'un article sur Éric Pessan que vous aviez décidé de faire ce numéro. Vous l'avez interviewé. Enfin, voilà, c'est... Alors, je ne l'ai pas interviewé pour ce numéro, donc j'avais lu la séquence pédagogique, etc., qui se référait à son roman. Moi, je l'ai lu parce que je lis aussi un petit peu de littérature, on appelle ça la littérature ado. Donc, c'est la littérature de jeunesse, mais pour les très grands enfants, c'est-à-dire le young adult, comme on dit en bon français. Exactement. Je n'osais pas utiliser l'expression. Non, on peut School TV en même temps. Mais on dit aussi littérature ado, et effectivement, Éric Pessan fait partie, je trouve, des auteurs ados vraiment intéressants. Et La Gueule du Loup, c'est un roman qui se déroule en fait pendant le premier confinement. Deux enfants qui habitent à Nantes partent se confiner à la campagne avec leur mère. Leur père infirmier reste en première ligne sur le front dans leur ville. Et eux, ils partent à la campagne dans la maison des grands-parents qui sont morts. Les parents de la mère. Or, la mère n'a pas remis les pieds dans cette maison depuis très longtemps. Et quand elle arrive dans cette maison, il commence à se passer des choses étranges dans la maison. Et la mère commence à adopter des comportements étranges. On a déjà la trouille, non? Un peu. Ça marche. Ingrid, merci beaucoup. Ingrid Merckx, rédactrice en chef de l'École des Lettres. Fan de fantastique, vous restez avec nous. On va continuer à parler lecture, mais cette fois un petit peu dans des endroits où le livre a du mal à arriver. Et c'est important qu'il y arrive. C'est le cours particulier de Marie-Olivier. Et je remercie la fantastique, Amal Laoui. Cours particulier, Marie-Olivier, on continue à parler lecture et on va s'intéresser, Marie, à l'accès aux livres pour le plus grand nombre avec deux initiatives de bibliothèque. Oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux ONG en particulier qui apportent les livres et la lecture aux enfants qui en sont les plus éloignés. Et ces deux ONG, c'est BSF, Bibliothèques sans frontières, et ATD Carmonde avec les bibliothèques de rue. C'est ça, on va commencer par ATD Carmonde, un mouvement international de lutte contre la pauvreté et pour la dignité. Ils organisent partout dans le monde des bibliothèques de rue avec les enfants des bidonvilles, de zones rurales ou de quartiers peu favorisés. Et en France aussi. En France aussi. On va regarder d'ailleurs un exemple de bibliothèque de rue à Belleville, à Paris. Dans mon quartier, rue Robert-Houdin. T'es pas malade, c'est le problème. Monte dans ta chambre. Tu
Alors l'intérêt de ces bibliothèques, l'intérêt de notre fonctionnement, c'est qu'on crée une relation de confiance avec les enfants, puisqu'on vient vraiment toutes les semaines, on se connaît, et puis on leur apporte des livres parce qu'ils n'en ont pas forcément chez eux et ils ne vont pas forcément à la bibliothèque. Donc là vraiment on vient apporter la lecture au plus près et comme ça, au lieu d'être éventuellement devant la télé, ils viennent et ils se familiarisent avec le livre. Marie-Vienne, ils se familiarisent avec le livre, mais tout seuls ou ils sont accompagnés par des animateurs? Chacun fait comme il veut. On a vu une lecture collective à l'écran pendant la vidéo. Les enfants peuvent choisir de lire seuls aussi ou de lire aux plus jeunes ou aux animateurs. Et comme les bibliothèques de rue ont lieu chaque semaine dans le même endroit et à la même heure, ça crée aussi du lien. C'est un prétexte pour créer du lien avec les familles, etc. Quand vous avez une précédente vie dans un autre journal, vous avez fait des reportages sur les bibliothèques de rue, Ingrid? J'en ai fait un, effectivement, mais je crois même que c'était à Belleville. À Belleville. J'ai effectivement ce souvenir, on s'asseyait sur des couvertures et même en faisant le reportage, on commençait à lire. S'il y avait des enfants qui demandaient, on leur lisait des histoires et il y avait des gens qui passaient, etc. Journaliste participatif. Ouais, exactement. Marie, ça c'est pour ATD Carmonde. Est-ce que Bibliothèques sans frontières procèdent de la même façon? Eux aussi sont présents dans le monde entier. Tout à fait. Alors, c'est pas exactement de la même manière qu'ils procèdent, mais ils sont présents dans 50 pays à peu près. C'est pas le même fonctionnement, mais la finalité est très semblable. Le but est de rendre l'éducation, la culture, l'information accessible au plus grand nombre, pour renforcer le pouvoir d'agir de chacun. Il y avait une vocation humanitaire au départ, si je me souviens bien. Oui, au départ, il y avait une vocation vraiment humanitaire dans des contextes difficiles comme en Haïti. Donc, ils faisaient des collectes et puis ils venaient en soutien aux bibliothèques, voire ils en construisaient. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu et ils mettent en place de nouveaux outils. Donc, par exemple, le BSF Campus forme des bibliothécaires à travers le monde afin de favoriser l'innovation sociale et l'entrepreneuriat. Donc, ils ont tout un système d'accompagnement aussi des bibliothécaires. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas seulement la lecture, il y a aussi l'idée de tisser du lien, d'amener les gens à travailler ensemble. C'est ça. L'idée, c'est que les bibliothèques deviennent des moteurs de la réduction des inégalités, qu'elles occupent un rôle central dans le développement des communautés. Et quand même, il reste de cette historique de BSF une prévalence pour les situations d'urgence humanitaire? Oui, alors pas seulement situations d'urgence humanitaire, ça peut être des situations compliquées. Par exemple, en 2020, Bibliothèques sans frontières a mis en place ces Ideas Box à Marseille. Ideas Box? Oui. Mais oui, c'est formidable. C'est des mallettes, c'est ça? C'est des mallettes, exactement. C'est des vraies box, des vraies boîtes. Oui, tout à fait. C'est des mallettes hyper ingénieuses qui ont été mises en place. D'ailleurs, je crois que ça a été conceptualisé avec un designer et le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés. Et donc, c'est très ingénieux, ça se déploie facilement et ça offre l'accès à Internet, à une vingtaine d'ordinateurs et de tablettes numériques, à des livres papier et numériques et à de multiples ressources pédagogiques. Regardez. On les regarde? Ouais. Nos enfants vont devenir des savants avec ça. On va les comparer avec les enfants de là chez vous. Demain ou après-demain, notre pays peut avoir la paix. Ces enfants seront utiles à la société congolaise. Donc là, on est au Congo. Marie, il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui bénéficient de ces Ideas Box? Oui, beaucoup. Au Burundi, en Colombie, dans les zones rurales en France, dans les camps de réfugiés, en Syrie. Plus d'1,3 million de personnes dans une vingtaine de pays ont déjà utilisé les Ideas Box. Merci beaucoup pour ce cours particulier, les bibliothèques de rue d'ATD Carmonde et tout le travail formidable que fait Bibliothèques sans frontières. Merci aussi Ingrid Merckx, rédactrice en chef de l'École des Lettres. Si je veux lire l'École des Lettres, donc ça, je peux acheter bientôt en librairie, c'est ça d'ailleurs? Oui, une nouvelle étape de son développement. L'École des Lettres arrive en librairie en septembre. Génial. Voilà. Sinon, je m'abonne, je continue à le recevoir à la maison. Voilà. Et si je suis prof de lycée, donc parce que ça, c'est plutôt le papier, c'est pour les profs de collège? Oui, il y a des articles qui peuvent intéresser les enseignants de lycée, mais c'est plutôt collège, effectivement. Les enseignants de lycée trouvent tout en ligne. Sur Internet. Et avec une partie gratuite accessible et puis une partie archive qui est sur abonnement. Et qui est extrêmement précieuse. Oui, je crois qu'il y a au moins 40 000 articles. 40 000 articles, une des plus belles bases. Ingrid, merci mille fois de nous avoir rendu visite à la quotidienne de School TV. Marie, merci aussi. Merci aussi à toute la fantastique équipe de cette émission Maquillage Laure Audemont. Marine Plantec, évidemment, assistée par Charles Fontaine. Et puis en régie au son, Saïd Mamou, à la réalisation, Lauriane Bouet. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez, nous aussi, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.